Hier, on a travaillé sur nos représentations. Aujourd'hui, sur la plaquette, on va travailler accueillir des joies et des contraintes. La question de l'accueil, des joies et des contraintes. Il nous semble important de nommer, repérer et partager les joies, ce qui nous met en mouvement et ce qui porte des fruits. Comme le disait Nietzsche, moi je serai prêt à croire en votre Dieu d'amour le jour où vous aurez des têtes de ressuscités. Donc voilà, c'est important de mettre des mots et de travailler sur nos expériences et les petits moments de bonheur que l'on partage. Mais c'est aussi absolument essentiel de travailler sur le cadre de contraintes. Hier, une des idées majeures, c'était de nous dire « attention ». Il y a un danger sur cette thématique des migrations de céder à la polarisation, aux visions binaires ou à l'entre-soi. Et une des suggestions était de dire « soyons vigilants pour adapter notre discours, mais notre posture en fonction des différents publics ». Pour pouvoir faire ce travail, il faut qu'on prenne conscience du cadre de contraintes, mieux comprendre l'environnement. Et donc, ça va être un des objectifs de cette matinée qui va se dérouler en 2 temps. D'abord une conférence et ensuite une table ronde. L'intitulé de la conférence, « Comment la politique d'accueil française influence-t-elle notre perception des migrants ?» Merci à Christophe Deltombe de nous rejoindre, de nous aider à cogiter, à avancer. Christophe Deltombe est avocat, il est engagé dans les combats pour la justice sociale depuis de nombreuses années. Il a été élu président de la CIMAD en juin dernier, succédant à Geneviève Jacques. Et de 2007 à 2013, il a présidé Emmaüs France. Donc en 30 minutes, il va nous faire un petit rappel. Pour beaucoup d'entre vous, c'est de l'ordre du rappel, mais nous présenter les principaux traits de la politique migratoire ou politique d'accueil en France. Points forts, points faibles, critiques. Mais ce qui est important, c'est de voir quelle est l'incidence de cette politique sur notre perception des migrants, aussi bien au niveau de l'opinion publique que des médias. C'est ça, on veut travailler sur ce cadre de contraintes. Donc l'idée qu'on vous propose, une demi-heure grosso modo d'exposé, et qu'on prenne le temps aussi d'avoir ce débat avec vous sur la base de votre expérience. Merci à vous. On allume, ça marche? Je ne sais pas. Ça marche? Oui, merci de votre accueil. La question qui m'est posée est comment la politique d'accueil française influence-t-elle notre perception des migrants? Déjà, j'étais un petit peu gêné par le titre parce que comment la politique d'accueil française, j'ai envie de dire la politique migratoire française, ça neutralisera un peu les choses parce que je ne suis pas bien à l'aise avec le mot accueil qui est un mot très positif et malheureusement, je n'ai pas l'impression qu'on soit aujourd'hui dans le très positif s'agissant de l'accueil. Bon, ça donne le ton un tout petit peu de mon propos. Je vais donner quelques idées un peu éparses. Je n'ai pas la prétention de faire une synthèse exhaustive et de vous donner la manne de cette affaire. Juste quelques repères pour que ensuite éventuellement on puisse débattre. D'abord, juste sur le plan historique, vous savez que on a en 1974 donné un coup d'arrêt à la politique migratoire en France. C'est un moment important, c'est une date importante. Et à la suite de cela, à partir des années 70 jusqu'à aujourd'hui, on a eu une vingtaine de lois concernant la politique migratoire. Ces lois allant d'une manière à peu près constante dans le sens d'une réduction des droits d'accès aux droits fondamentaux pour les migrants en général. On pourra dire migrants, on pourra dire exilés, on a des tas de vocabulaire, vous savez que sur ce sujet, il y a beaucoup de discussions, mais on ne va pas les reprendre. Je prends 4 lois essentiellement. La loi du 24 juillet 2006, c'est une loi qui a pour but évidemment de réduire l'immigration et avec une inspiration particulière et un petit peu grinçante pour préserver notre identité. Première idée. Et dans cette loi, on a néanmoins instauré ce qu'on a appelé l'immigration choisie et on a répertorié à peu près 14 métiers qui permettaient ainsi de solliciter un titre de séjour pour travailler en France.
Deuxième loi qui me semble importante, la loi Hortefeux du 20 novembre 2007. C'est une loi qui a pour objectif de réduire les conditions d'accès au regroupement familial. Troisième loi importante, la loi du 16 juin 2011, la loi d'Éric Besson, qui met fin à la politique d'immigration choisie et qui va pénaliser le mariage gris. Vous vous souvenez de cette utilisation de cette couleur pour le mariage un peu où l'un des deux serait un menteur en quelque sorte, et puis qui crée l'IRTF, c'est-à-dire l'interdiction de retour sur le territoire français. C'est le début de ce qu'on pourra appeler le bannissement. Et puis dernière loi, celle qui nous a beaucoup mobilisés l'an passé, la loi du 10 septembre 2018, c'est-à-dire la loi Collomb, qui, là encore, a réduit sur un certain nombre de sujets les conditions d'accès aux droits et qui, mesure phare, a augmenté la durée de présence possible dans les centres de rétention, passant de 45 à 90 jours. Voilà, très rapidement, reprises 4 lois importantes et qui sont des lois de réduction des droits. Alors, très rapidement et par quelques, je dirais quelques flashs, je voudrais faire un petit peu un état des lieux de cette politique migratoire en France actuellement. En commençant par le début, c'est-à-dire les conditions d'accueil, l'arrivée en France. L'arrivée en France, c'est une arrivée souvent difficile et de plus en plus difficile. On reviendra sur la question des frontières, mais on a déjà un vrai problème sur le passage des frontières, en particulier françaises et italiennes. Mais quand les personnes sont en France et qu'elles veulent, par exemple, prendre un rendez-vous en préfecture pour avoir ensuite rentré dans le processus du dépôt d'une demande d'asile, eh bien déjà ça commence mal. Vous savez que les rendez-vous en préfecture ne se font plus en faisant la queue dans les préfectures. C'est vrai que le spectacle dérangeait. Alors maintenant ça se fait de manière dématérialisée, donc il n'y a plus de queue dans les préfectures, mais la queue elle se trouve ailleurs, elle se trouve dans les ordinateurs si je puis dire. Et on réserve en gros une petite demi-heure le dimanche soir entre minuit et 1h du matin pour pouvoir prendre un rendez-vous. C'est particulièrement sympathique de faire cela, ça fait partie des brimades et du mécanisme qui est en place, avec évidemment un contingentement relativement important, ce qui fait que c'est extrêmement difficile de prendre des rendez-vous. Engorgement, présence ensuite quand on a enfin un rendez-vous et qu'on va en préfecture, que l'on va retirer un dossier, présenter un dossier, etc. En règle générale, des conditions d'accueil au guichet assez difficiles. Je ne veux pas incriminer nécessairement le personnel de préfecture, mais je me demande parfois si elles ne reçoivent pas, si ces personnels ne reçoivent pas quelques consignes. Ensuite, et pour ne parler pour l'instant que des demandeurs d'asile, ceux qui peuvent obtenir le statut de réfugié, ces personnes normalement doivent pouvoir être hébergées lorsqu'elles ont enfin pu déposer leur demande d'asile. Et normalement, elles devraient pouvoir bénéficier d'une place dans un CADA, un centre d'accueil des demandeurs d'asile, mais vous savez qu'il n'y a pas assez de places, à peu près 44 000 places dans les centres, pour à peu près 130 000 personnes pouvant y prétendre. Alors, il est vrai que le gouvernement a fait de gros efforts et qu'aujourd'hui, par différents dispositifs, je dirais de multiples dispositifs, on a des places d'hébergement. On arrive à 90 555 places, voilà très exactement le chiffre, mais pour 135 000 personnes, vous avez donc 44 000 bénéficiaires qui sont à la rue. Alors pas tout à fait à la rue, puisque ces personnes vont toucher l'ADA, l'allocation des demandeurs d'asile, complétée si elles ne sont pas hébergées par une petite somme censée les aider à s'héberger, mais ces sommes sont à ce point insignifiantes que beaucoup de demandeurs d'asile sont à la rue purement et simplement, qui n'est pas évidemment une condition d'accueil particulièrement sympathique. Autre élément important, vous vous souvenez de la circulaire Collomb du 12 décembre 2017. Cette circulaire Collomb, instituée, a remis en cause purement et simplement le principe de l'accueil inconditionnel. L'accueil inconditionnel, c'est quoi ? Eh bien, l'État a une obligation de mise à l'abri des personnes qui sont à la rue. Cette obligation de mise à l'abri se fait par le 115, mais aussi par un certain nombre d'autres dispositifs. Je ne vais pas rentrer dans le détail. En tout cas, c'est une obligation de l'État. Eh bien, en instituant une possibilité de contrôle de la situation administrative des personnes dans les centres
d'accueil dans les centres d'hébergement, etc., l'État purement et simplement, je dirais de manière automatique, mis à la porte, mis à la rue un certain nombre de personnes, c'est-à-dire toutes les personnes qui, se sachant en situation non régulière, ont préféré quitter les centres d'hébergement pour éviter de faire l'objet d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français, et de se retrouver par conséquent expulsés. Et donc pour éviter cela, beaucoup de ces personnes en situation irrégulière sont reparties à la rue. Donc politique de l'État, certes contrôle administratif, mais résultat, mise à la rue d'un certain nombre de personnes. À cette circulaire s'ajoute précisément la gestion, ou plus précisément la non-gestion de ces personnes qui sont en situation irrégulière et qui, pour beaucoup d'entre elles, ne sont pas expulsables, ce qu'on appelle les NINI, ni expulsables ni régularisables, et qui sont en France dans un diffus qui est extrêmement délicat, pour ne pas dire dangereux. On évalue, mais c'est très difficile évidemment d'avoir une évaluation correcte, on évalue ces NINI, cette population-là, à 300 000 personnes. Les chiffres disent entre 200 et 400, je prends 300, c'est peut-être un peu plus que 300 d'ailleurs, mais peu importe. Voilà une population assez importante qui n'a pas de situation régulière, qui par conséquent ne peut pas travailler, qui ne peut pas obtenir d'allocation, qui n'a pas de secours, qui n'a rien, et qui par conséquent, pour survivre, est obligé de rentrer dans des logiques d'économie souterraine, c'est-à-dire les trafics, c'est-à-dire l'exploitation également, c'est-à-dire finalement tout ce qui est extrêmement pernicieux, à la fois pour l'économie, mais à la fois pour, je dirais, l'équilibre de tout le monde. J'ajoute que, étant non contrôlé et étant en dehors de toute visibilité, en tout filet de protection, se posent aussi d'autres questions extrêmement importantes. Il y a donc là quelque chose qui n'est pas traité, qui est incontestablement une grande faiblesse de notre société. On reviendra tout à l'heure sur cette situation des NINI. Bien sûr, on pourrait rentrer et faire application des circulaires Valls qui permettaient la régularisation. Je dis permettez, je parle de l'imparfait, elles n'ont pas été abrogées, mais elles ne sont quasiment plus appliquées. Les préfectures n'ont plus l'initiative, en tout cas, prennent de moins en moins l'initiative de régulariser. On régularise encore un peu, on a encore des préfets qui acceptent, je dirais, sous le manteau de régulariser, mais c'est quelque chose qui se tarit. Or, c'était une solution pour essayer de faire sortir de cette catégorie floue des NINI, faire sortir un certain nombre de personnes. Deuxième aspect extrêmement important, en dehors de cette situation administrative dite délicate, c'est, je dirais, et là j'utilise volontairement un mot un peu dur, la maltraitance institutionnelle. Nous sommes aujourd'hui dans une véritable politique de maltraitance institutionnelle. Maltraitance dans les centres de rétention administratifs. Ces centres de rétention sont des lieux où l'on va détenir, dit-on, pour ne pas dire emprisonner, mais c'est la même chose qu'une prison, détenir des personnes en vue de les expulser. Ces personnes qui sont mises en centre de rétention administratif le sont quelquefois de manière un peu rapide, à ce point rapide que presque une personne sur deux est remise en liberté par les juges des libertés de la détention parce qu'il y a eu des irrégularités administratives dans la procédure suivie. Une sur deux, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'irrégularités administratives, qu'il y a donc un recours au centre de rétention administratif qui est très excessif. Et quand on est dans ce centre de rétention administratif, on est mal. On est mal pourquoi ? Parce que ce sont des locaux qui sont mal équipés, qui sont sur le plan sanitaire assez mal entretenus, où les gens n'ont absolument rien à faire, il n'y a aucune occupation, aucune activité, et par ailleurs des violences qui s'exercent. Vous avez peut-être entendu qu'une grève de la faim a été déclenchée au centre de rétention de Vincennes en janvier, suivie par une grève de la faim au Medi-Lamelot, le centre de rétention près de Roissy. D'autres centres de rétention ont connu également des débuts de grève de la faim. Bon, c'était des grèves de la faim de protestation contre les violences policières, purement et simplement. Et puis aussi sur les problèmes d'hygiène, parce que les WC étaient bouchés et qu'on ne les débouchait pas. Parce que, par ailleurs, les télévisions, qui sont le seul loisir qu'ils ont,
elles sont cassées. J'ai visité le Mesnil-Amelot il y a 1 mois et demi, 2 mois. Aucune télévision ne marchait. Et la direction m'a dit, bah oui, ce sont les détenus, les retenus, pardon, qui les ont cassés. Bon, très bien, c'est une belle réponse. Bon, les télévisions sont cassées. Alors c'est la seule activité qu'ils ont, seul loisir qu'ils ont. C'est assez triste. Par ailleurs, toujours dans la maltraitance, parlons un peu des frontières. Nous avons mis en place à plusieurs organisations, dont le Secours catholique, CIMAD, Amnesty, etc., un petit dispositif de surveillance des frontières, notamment sur Vintimille, frontière italienne. Parce que ce qui s'y passe n'est pas normal. Ce qui s'y passe n'est pas normal, d'abord parce que tout simplement, on viole la loi. Par exemple, lorsque dans le système antérieur de la loi précédente, puisque maintenant on a une loi qui est encore plus répressive, mais lorsque une personne arrivait en France, il y avait un délai d'attente d'une journée, il y avait la possibilité d'être entendu avec un interprète et aussi la possibilité de formuler une demande d'asile, de déposer une demande d'asile. En fait, vous savez ce qui s'est passé. On mettait les gens dans le train, dès qu'elles arrivaient, on les remettait dans le train, on les renvoyait en Italie. Et comme l'Italie n'en veut pas, elle les renvoyait en France. En tout cas, elle ne s'en occupait pas. Et donc, vous avez des gens qui ont fait, et qui continuent à faire d'ailleurs, ce cercle entre l'Italie, la France, Italie, la France, Italie, la France, de manière incessante. C'est absolument indigne des deux gouvernements, d'ailleurs. J'ajoute que, s'agissant des mineurs, on a là aussi une attitude tout à fait détestable aux frontières. Refus purement et simplement de considérer la minorité et on remet dans le train, alors qu'on a l'obligation, quand un mineur est sur le territoire français, on a l'obligation de le prendre, de lui accorder les soins nécessaires. Ça fait partie de la Convention internationale des droits de l'enfance. Donc, des gros problèmes aux frontières, des gros problèmes aussi de maltraitance, et actuellement, gros problème sur la frontière à Briançon, passage d'école, avec des populations qui souvent ne sont pas équipées dans des conditions assez détestables, et c'est quasiment, alors j'utilise le mot, c'est de la chasse à l'homme, c'est-à-dire qu'on a des gendarmes qui vont en montagne et qui poursuivent les migrants, qui du coup souvent prennent peur, essaient de se sauver et ont des accidents, etc. On a des morts en montagne, évidemment. Frontière Calais, là vous connaissez, actuellement on a de plus en plus de personnes migrantes qui sont à Calais et qui essayent de traverser le Channel, la Manche, avec des petits bateaux. Ce qui se passe en Méditerranée, ça se trouve maintenant à Calais. Ça se fait à Calais. Et là encore, une chasse à l'homme, en même temps que l'on a une véritable politique de maltraitance sur les campements, c'est-à-dire des gens qui sont évacués de leur campement à chaque fois qu'un campement s'installe, des gazages de sacs de couchage, de bombes lacrymogènes dans le sac de couchage pour le rendre inutilisable, des mises à la benne des sacs de couchage et des couvertures et des tentes, enfin bref, des choses qui sont tout à fait inacceptables, à l'évidence. Je pense que vous partagerez mon opinion. Ce qui se passe en Méditerranée a été suffisamment médiatisé pour n'avoir besoin d'y revenir. C'est quand même malheureux que la France n'ait pas accordé son pavillon à l'Aquarius. Je pense que vous partagerez cette opinion là encore, parce que le sauvetage en mer, c'est-à-dire faire que des gens ne se noient pas, prime sur un contrôle des frontières. En tout cas pour moi, il y a une hiérarchie absolument évidente. S'agissant maintenant des mineurs sur le territoire, il est vrai qu'on a actuellement une population de mineurs importante en France et on a en place des dispositifs pour essayer de savoir si une personne qui se déclare mineure est effectivement mineure. Alors, on n'a pas grand-chose comme mécanisme. Le mécanisme qu'on utilise et qui est actuellement l'objet d'une procédure, c'est le test osseux, dont on sait qu'il est imprécis à 2 ans près. Alors 2 ans près, quand vous avez 16 ans, vous êtes mineur, on va vous dire majeur. Vous avez par ailleurs une attitude de rejet le plus possible, avec une suspicion en permanence qui est élevée pour considérer que quelqu'un qui se dit mineur est nécessairement un menteur et nécessairement a des papiers falsifiés. Vous avez même à Calais, on a eu des exemples de papiers arrachés par les policiers, comme ça règle le problème. Et la mise en cause du papier d'identité qui normalement devrait établir au moins une présomption, mais
qui est contestée purement et simplement par les autorités. Donc une attitude de suspicion, une attitude de rejet, une attitude extrêmement rejetante à l'encontre des personnes, alors même que l'on sait qu'elles ont souvent quitté leur pays pour des raisons vraiment, vraiment importantes, vraiment impérieuses, des raisons pour lesquelles, si on était à leur place, on aurait fait la même chose, on aurait également quitté notre pays. 2 mots sur le délit de solidarité, car là aussi, délit de solidarité, c'est quoi? Alors, on l'a baptisé délit de solidarité, c'est pas baptisé comme ça dans le CESEDA, dans le Code des étrangers. C'est l'aide et l'assistance aux personnes en situation irrégulière. Voilà, L622.1, L622.4 du Code des étrangers. Dans ces textes, on avait une incrimination de l'aidant. L'aidant, ça avait commencé, si vous vous en souvenez, par cette vieille dame qui rechargeait les téléphones portables des migrants sur Calais, et qui a fait l'objet de poursuites. Puis ensuite, on a poursuivi un certain nombre de personnes pour avoir porté assistance, transporté, nourri, etc. Ce texte, en fait, il date de 1938, il est assez ancien, il était quasiment tombé en désuétude, on ne l'utilisait quasiment pas. Dans les années 2009-2010, il a un peu été réactivé à l'époque où Éric Besson était ministre de l'immigration. Et on a eu une grande polémique avec lui sur le fait de l'existence de ce délit, en disant que c'était un délit ignoble, qu'on devait absolument le supprimer. Et il nous répondait, mais écoutez, vraiment, il est très peu utilisé. Et alors, il y a eu des études qui ont été faites. Le GISTI avait recensé l'ensemble des décisions qui avaient été prises s'agissant de ce délit. Et de fait, il n'y avait pas des quantités de condamnations et de poursuites. Mais les choses se sont aggravées depuis 1 an et demi. Et là, on a des poursuites dans tous les sens. Des poursuites nombreuses qui ont été initiées par les préfectures, par les parquets, bien sûr, parce que les parquets qui poursuivent, mais tout cela s'est mis en place. Et il y a l'affaire assez, je dirais, emblématique de Cédric Héroux, qui est sur la frontière italienne, dans la vallée de la Roya, poursuivi, condamné, et condamné devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur le motif suivant: M. Héroux n'a pas agi de manière humanitaire, puisqu'il a agi de manière militante. Vous voyez l'équation. Alors, fort heureusement, il y a eu une QPC, question pré état de conditionnalité, qui a été élevée à l'encontre de cet arrêt, et un arrêt du Conseil constitutionnel du 6 juillet dernier a déclaré que dès lors que l'on agit pour des raisons humanitaires et sans contrepartie, alors on agit selon le principe de fraternité, lequel principe est dès lors considéré comme un principe constitutionnel. Alors, ça va nous aider beaucoup, et ça fait qu'aujourd'hui, l'aidant, a priori, devrait être relativement à l'abri de poursuites, encore que sur la frontière, ça n'est pas le cas, puisque aider quelqu'un à passer la frontière, c'est le faire rentrer dans l'illicéité, ce qui, dit le Conseil constitutionnel, constitue encore un élément d'incrimination. À mon avis, le Conseil constitutionnel a manqué de courage, parce que si une personne passe la frontière, elle n'est pas nécessairement dans l'illicéité si elle demande l'asile. Elle est protégée. Alors, toutes ces mesures, quels effets ont-elles sur l'opinion? C'est la question qui est posée, je vais enfin y répondre. Enfin, je vais donner quelques pistes, parce que je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse absolue. Il est clair que l'opinion est très partagée sur la question migratoire. On peut considérer que globalement, il y a une petite majorité favorable à l'asile, mais une forte majorité hostile à la migration dite économique. Le mot n'est pas juste, le mot n'est pas bon, mais reprenons-le pour l'instant. Et donc, quel est le but poursuivi par le gouvernement? C'est en tout cas une espèce d'analyse qu'on peut tenter de faire. Le gouvernement semble vouloir couper l'herbe sous le pied à l'extrême droite, puisque l'extrême droite a enfourché l'immigration comme étant son cheval de bataille. Il faut lutter contre toute immigration, etc. C'est l'appel populiste à l'égoïsme et au rejet de l'autre, car l'autre, c'est le bouc émissaire facile, c'est le bouc émissaire qu'on peut utiliser. Et donc, plutôt que de contrer radicalement cette position, les gouvernements successifs, car ce n'est pas le cas de ce gouvernement seulement, c'est le cas de différents gouvernements, de droite et de gauche,
les gouvernements successifs ont enfourché ce même cheval en essayant de prendre des mesures qui donnent l'impression que l'on lutte effectivement contre l'immigration, que par conséquent on n'est pas laxiste, qu'on n'est pas en train d'ouvrir les frontières de manière inconsidérée, bref, que donc on prend la mesure des choses. Et incontestablement, la loi de septembre 2018 s'inscrit complètement dans cette logique. C'est une loi d'affichage. Le passage de 45 à 90 jours dans les centres de rétention administratifs n'a absolument aucune utilité, car on l'a vérifié. Statistiquement, les 80% des expulsions se font dans les 15 premiers jours. Après, on expulse très peu. Pourquoi ? Parce qu'après, on a beaucoup de mal à obtenir les laissez-passer consulaires qui sont nécessaires pour pouvoir renvoyer dans le pays d'origine. Et donc, on va avoir des gens qui vont rester en rétention pendant un certain temps, on ne pourra pas les expulser et on les remettra en liberté, purement et simplement. Donc, maltraitance de ce point de vue-là, mais affichage, volontairement, affichage dans cette logique d'une attitude pour montrer la fermeté du gouvernement. C'est le message qui est contenu aussi dans ce qu'on appelle l'appel d'air. Vous savez, on parle tout le temps de l'appel d'air, et au nom de l'appel d'air, on a cette politique de maltraitance, au nom de la lutte contre l'appel d'air. On pense que l'on va pouvoir ainsi empêcher les personnes de venir en France, qui est une analyse un peu simple des choses, car quand on quitte son pays, c'est pas parce qu'il y a des douches à caler, c'est parce qu'on a effectivement subi des maltraitances, la guerre, etc. On ne quitte pas son pays, sa famille, ses biens, etc., parce que l'Europe est attrayante. Alors après, une fois qu'on a décidé de quitter son pays, peut-être qu'en effet, il peut y avoir des orientations qui vont varier en fonction de telle ou telle disposition. Mais je dirais, les critères essentiels, c'est la langue. C'est ensuite éventuellement l'existence d'une communauté nationale identique, ou bien la présence de membres de la famille. C'est pour ça que vous avez un certain nombre de personnes qui cherchent à aller en Angleterre parce qu'ils ont des membres de leur famille en Angleterre ou parce qu'ils parlent l'anglais. Bref, le choix de la destination est très peu conditionné par une quelconque bonne traitance ou maltraitance. Et donc, c'est tout de même gênant. Néanmoins, je dirais que le gouvernement utilise ces éléments d'une manière un peu inconsidérée. Pour ma part, je considère que quand on laisse des campements perdurer, comme c'est le cas régulièrement dans les grandes villes, on fait de l'affichage. C'est-à-dire que l'étranger, évidemment, va apparaître aux yeux de l'opinion comme le clochard, comme quelqu'un de sale, comme quelqu'un qui est finalement peu attrayant. Et de fait, c'est bien le cas. Et donc, là, on joue sur l'opinion. On a forcément un impact sur l'opinion. De la même manière, le contrôle d'identité répété, ça va faire rentrer dans l'esprit des gens que l'étranger, il est peut-être suspect, c'est peut-être quelqu'un qui est dangereux. Et les équations sont souvent faites, en tout cas elles sont faites dans le public par un certain nombre de personnes. L'équation entre étranger égale terroriste égale islam, donc atteinte à notre identité, etc. Bon, tout cela, c'est véhiculé soit de manière explicite, soit de manière implicite. Le délit de solidarité lui-même contribue à cette opinion, puisque en indiquant qu'en aidant l'étranger en situation irrégulière, on est soi-même un délinquant, c'est-à-dire que si on est un délinquant, l'autre est aussi un délinquant. On est vraiment dans cette équation-là, là encore. Attitude encore assez détestable de la part du gouvernement, qui est vraiment une attitude de rejet, et même de refus de prise en charge de ses responsabilités. Vous vous souvenez de ces 600 migrants à peu près qui ont occupé la place d'Avier à Nantes. Ça posait évidemment un problème et il fallait absolument trouver des solutions. La maire de Nantes, en accord d'ailleurs avec les associations, une procédure a été mise en place visant à obtenir l'hébergement de ces différentes personnes, donc l'évacuation de ce campement. Ça a été fait, ça aurait dû être fait par le gouvernement, ça fait partie des obligations de l'État. Quand la mairie de Nantes a présenté la facture au gouvernement, le gouvernement a dit non, on ne prend pas en charge, nous, vous avez pris l'initiative, c'est votre affaire. Vous voyez, l'attitude qui est quand même, là encore, une attitude de rejet, de défi, etc.
Et donc, on a dans tous ces éléments une politique d'affichage de la part du gouvernement qui, incontestablement, est une politique négative, une attitude négative qui vise en fait à éloigner l'étranger du français. Je prends une autre illustration très claire. Vous avez aujourd'hui, et c'est très heureux, une grande mobilisation de citoyens qui accueillent chez eux, c'est le cas de JRS d'ailleurs, c'est le cas de beaucoup d'autres associations, qui accueillent chez eux des personnes qui sont à la rue. S'agissant de ces accueils, on pourrait imaginer, puisque ce n'est pas l'État qui prend en charge l'accueil de ces personnes, notamment demandeurs d'asile, on pourrait imaginer que l'État reverse aux familles qui accueillent chez elles la petite part d'allocation qui normalement est réservée au logement de ces personnes qui leur sont payées. Eh bien non. Ah non, l'État dit non, vous êtes logé, très bien, ben, je ne vous paye pas, vous n'êtes pas à la rue. Donc je ne vous paye pas. Attitude détestable de la part de l'État, ce qui est une prise en charge par les citoyens sur leur budget personnel de ces populations qui sont dehors. Et donc on a véritablement là une volonté manifeste, en tout cas un affichage très clair de cette hostilité qu'on entretient, qu'on veut entretenir à l'encontre des migrants. Est-ce que dans cette politique, on cherche à légitimer la volonté d'expulsion et donner un peu de soutien? Je ne sais pas. J'ai du mal à comprendre en fait cette véritable politique. Est-ce que d'ailleurs est-ce que le gouvernement pourrait agir autrement? Est-ce qu'on aurait pu avoir une politique totalement contraire à celle-là? Certes, il ne s'agit pas d'ouvrir à tout va les frontières. Ça ne serait concevable que dans un concert des nations, si tout le monde et tous les pays étaient d'accord pour avoir une circulation libre, je dirais conformément tout simplement à la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 13. Ok, mais pour l'instant, on n'est pas dans cette situation, donc ce n'est pas le problème. En revanche, on pourrait éviter d'avoir une communication négative. Par exemple, cette loi asile-immigration que le Conseil d'État a déclarée comme étant inutile, que le défenseur des droits a qualifié de liberticide, et que l'unanimité des associations accompagnant les migrants considérait comme pernicieuse. On pourrait éviter des formules telles que celle de Gérard Collomb, qui déclarait que la France était submergée. Je crois que c'était quelque chose comme ça, son terme, enfin ça revenait à dire ça. On pourrait éviter des formules telles que celle du président de la République, qui a considéré que les ONG en Méditerranée étaient des complices objectifs des passeurs. Voilà, des formules qui sont extrêmement négatives, pernicieuses, et qui ont pour objectif de faire passer dans le public des idées qui, au demeurant, sont fausses. On pourrait éviter des soutiens donnés à des livres tels que celui de Stephen Smith, La ruée vers l'Europe, ce livre qui est paru l'été dernier et qui a pour conclusion la conclusion suivante: en 2050, 25% des Européens seront africains. Bon, ce livre a été déclaré comme étant le livre de chevet d'Emmanuel Macron. Il a été primé par le ministre des Affaires étrangères et il a reçu un prix de l'Académie française. François Héran et l'INED ont fait des notes pour démontrer que c'était parfaitement fantaisiste et même scandaleux, en utilisant notamment un titre comme celui-là, La ruée vers l'Europe. C'est vraiment faire advenir des idées de l'extrême droite, alors que, au demeurant, leurs analyses les amènent à dire en 2050, on aura peut-être 2,5 à 3% d'Africains en Europe, mais pas plus. Alors entre 25% et 3%, il y a une marge, et cette marge, c'est la marge de l'idéologie ou c'est la marge de la désinformation, de la fake news. Mais une fake news véhiculée par des gouvernants, c'est très embêtant. Très, très embêtant. Alors, on pourrait éviter de poursuivre les maraudeurs en montagne qui font du sauvetage. On pourrait éviter de dénigrer les ONG qui sont en Méditerranée.
On pourrait éviter également de revéhiculer cette idée qui avait déjà été énoncée et ensuite abandonnée, annoncée par Sarkozy et abandonnée, l'idée des quotas. La lettre d'Emmanuel Macron, qui ne contient pas le mot quota, laisse néanmoins penser que c'est bien ce à quoi il pense lorsqu'il demande si ce ne serait pas une bonne idée que le Parlement fixe des objectifs en matière d'immigration. Derrière, et vous prenez le questionnaire du grand débat national, vous lisez la question, vous avez compris que c'est bien quota. Or, qu'est-ce que ça veut dire quota? S'agissant des réfugiés, il n'y a pas de quota possible. D'ailleurs, ils l'écartent. C'est normal, la Convention de Genève ne le permettrait pas. Pour groupement familial, on ne va pas mettre des quotas en groupement familial. Est-ce qu'on touche, on porte atteinte à la famille? C'est pas possible. Troisième catégorie, les étudiants. Les universités ont une autonomie pour passer des accords avec les pays étrangers et faire venir un nombre d'étudiants qui leur semble utile. On est d'ailleurs plutôt dans une position d'augmentation du nombre d'étudiants en France, 88 000 en 2017. Ça fait partie du rayonnement de la France. C'est extrêmement important et on forme les élites des pays en voie de développement. Est-ce qu'il faut réduire cela? Quatrième catégorie, les salariés, les travailleurs, les personnes qui viennent travailler en France. Vous ne croyez pas que c'est plutôt les entreprises qui peuvent déterminer leurs besoins plutôt que de fixer par le Parlement un nombre de travailleurs, sur quels critères d'ailleurs, si ce n'est des critères purement idéologiques? Ça n'a pas de sens, et c'est d'ailleurs ce qu'avait dit Pierre Mazeaud à l'époque, lorsque Sarkozy avait énoncé cette question des quotas en disant « c'est anticonstitutionnel et parfaitement déréaliste ». Alors on va revenir à ça, j'espère que non, mais en tout cas c'est dans les tuyaux. Alors, faudrait peut-être que le gouvernement admette un certain nombre de réalités. Première réalité, c'est une réalité qui s'impose à l'Europe. Empêcher l'immigration, c'est pas possible. Ça s'inscrit d'ailleurs dans l'histoire de l'humanité. On peut la réduire, mais si on veut la réduire, on pourrait avoir des dispositifs positifs du type des dispositifs d'ouverture, genre couloir humanitaire ou genre acceptation de dépôt des demandes d'asile dans des ambassades, avec par ailleurs une volonté d'aller vers la reconnaissance de l'asile. En tout cas, il y a un certain nombre de circuits possibles en cette matière. Il faudrait reconnaître une deuxième réalité. L'expulsion, on va remplir les centres de rétention administrative, très bien, mais l'expulsion, c'était l'an passé 15 000 personnes. Pardon, en 2017, 15 000 personnes. En 2018, peut-être 25 000. Mais par rapport aux 300 000 nini, n'est-ce pas, ce que peut-être le gouvernement aimerait pouvoir expulser, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Alors, admettons des réalités et prenons les choses un peu différemment, ayons une ouverture et surtout, faisons en sorte que l'intérêt national, qui est de ne pas avoir une population, je dirais, sans protection et qui par conséquent alimente une économie souterraine, faisons en sorte que cette population-là, eh bien, se réduise le plus possible. Ça entraînerait moins de misère, on respecterait la dignité des personnes, on respecterait un peu plus et un peu mieux les conventions internationales, protection de l'enfance, protection des réfugiés. On réduirait également le spectacle dégradant de ces campements. On adopterait un ton d'humanité dans les discours. On serait plus solidaire avec les Européens. Et peut-être on montrerait un accueil digne et on montrerait que cet accueil digne est possible en France. Voilà, je vous remercie. Un grand merci pour ce vaste panorama, cette mise en perspective. On a une demi-heure. C'est vraiment très important à présent de partir de votre question, interrogation, de votre expérience. Et à 10h15, on prendra le temps d'une pause conséquente. Donc on va procéder comme hier. Il y aura 2 personnes avec des micros de part et d'autre. Et on va faire des petits paquets de questions, 2, 3, pour prolonger la réflexion. Madame, super. Ici, voilà. Merci, bonjour. J'étais petite ou pas née, je ne sais pas. Précédemment, on a accueilli les boat people. Il ne me semblait pas que le climat était aussi exécrable qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé entre ces deux accueils ?
précisément le climat. De fait, en effet, les boat people ont été très bien accueillis, et même à bras ouverts. Les réfugiés sud-américains ont été très bien accueillis, c'était les années 73, 75, ces années-là. Et de fait, à l'époque, l'ambiance n'était pas du tout celle-là. On n'avait pas ces politiques de réduction des droits. Hein. J'ai dit que la date importante, c'est 74, vous voyez. On est dans cette période-là. L'ambiance n'était pas du tout la même, oui. On va prendre 2-3 questions en même temps. D'accord. Oui. Des demandeurs d'asile dans la région d'Aix-en-Provence. La queue devant les préfectures, ça existe toujours. Le monde entier devant la rue, ça existe. Même quand il fait -2 et que ça dure 2 heures. Y compris avec des bébés, etc. La deuxième chose, pour aller dans votre sens, je trouve, il y a quelque chose de très sournois, la diminution de l'ADA, enfin la part hébergement de l'ADA. Nous accueillons à l'heure actuelle à peu près 70 demandeurs d'asile, familles ou célibataires. Et pour nous, association qui n'est pas reconnue par l'État, on nous coupe les vivres, en gros. Puisque les personnes qu'on accueille, nous les aidons avec des dons privés, nous les aidons financièrement, et si elles ne reçoivent plus que 43% de l'ADA, parce que c'est le cas de ce qui se passe, puisque nous les hébergeons, nous avons nous allons avoir, parce que ça démarre, de très grosses difficultés financières pour pouvoir les aider. Voilà, et ça, c'est très sournois. Et oui. Visiblement, c'est une volonté, pour aller dans votre sens, de faire en sorte que le demandeur d'asile ne soit pas accueilli, puisque les associations qui font le boulot de l'État sont mises en difficulté. Merci, on va tout de suite prendre une autre question derrière, là, madame. Et puis, si je peux... Oui, plusieurs questions croisées. La première, est-ce que vous feriez un lien entre la peur de l'envahissement par l'islam avec l'immigration? Parce que je l'entends. La deuxième question concernant, est-ce que vous pourriez nous parler, vous avez parlé de l'État, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur les collectivités territoriales? Je suis de Rennes, une ville qui n'est pas encore rentrée dans le réseau des villes solidaires, mais qui veut y rentrer. En gros, on nous dit, c'est le boulot de l'État d'accueillir tout le monde. Comme il ne le fait pas, on va le faire en catimini, mais on ne va pas le dire. Et on travaille avec les associations, même les plus extrémistes, enfin, excusez-moi le mot extrémiste, pour le faire. Il y a cela. L'autre chose sur laquelle j'aimerais que vous puissiez nous dire, parce que c'est ce que vous dites quand on est impliqué, on sait tout cela et c'est décourageant. Et sur le découragement, je voudrais qu'on puisse parler. Mais on a énormément de mal sur le terrain à élaborer, au-delà d'un discours politique, des pratiques concrètes. Simple exemple, sur la métropole de Rennes, le transport est gratuit. Si vous quittez la métropole de Rennes, le transport n'est plus gratuit. Donc pour des migrants qui pourraient être logés de façon très intéressante à 40 km, ce n'est pas possible pour ces raisons-là. On pourrait prendre d'autres exemples. Voilà mes questions croisées. Dernière personne. Oui. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un petit éclairage sur la procédure Dublin? Donc là, on a pris 3 personnes et on part ensuite pour une seconde vague. D'abord, ce que vous avez dit sur la diminution des aides, c'est un constat et on est d'accord. On a effectivement là un message qui est assez détestable qui est envoyé. Et voilà, on prend acte de cette attitude. Diminution de l'aide. Donc, deuxième question. Alors, la question de l'islam, c'est un peu compliqué parce qu'il n'est jamais question d'islam. On n'en parle pas, mais c'est dans les têtes quand même. Et évidemment, il y a un certain nombre de personnalités politiques qui ne se privent pas de dire des choses sur le danger que pourrait représenter l'islam. On a quand même eu des discours d'un certain nombre de personnalités disant que les migrants contenaient nécessairement des djihadistes, ce qui d'ailleurs est une ânerie parce que, comme on l'a pu le voir, la plupart des attentats ont été commis par des Français ou des Belges, en tout cas des gens qui avaient la nationalité, bien souvent.
On a eu une exception de 2 terroristes qui sont passés en effet par les frontières, mais je dirais, vu la masse, c'est pas ça. Les gens qui fuient leur pays, ils fuient en général le Daesh, ils fuient en général précisément les terroristes. Donc c'est quand même un peu désagréable que de les assimiler. Alors, je ne sais pas quoi dire de plus sur cette question d'islam, je n'ai pas totalement compris la question, mais en tout cas, le discours du gouvernement ne porte pas là-dessus, même si peut-être certains ont des arrière-pensées. La question des collectivités territoriales. Alors là, c'est extrêmement varié. On a des parties de bras de fer qui sont menées entre des municipalités et l'État. J'ai cité Nantes, je pourrais citer Paris, où là, sur la question des campements, on a eu des parties de bras de fer entre le gouvernement et Paris pour l'évacuation des campements et le relogement des personnes. C'est un peu particulier Paris parce que vous avez une présence plus forte forcément de l'État. Il n'y a pas de département, hein, c'est une ville-département. Et donc on a là une espèce de conflit entre le préfet et la ville de Paris. Néanmoins, on a réussi à trouver quelques solutions provisoires, mais il y a beaucoup de migrants qui viennent à Paris, je dirais. C'est une des villes où la concentration de migrants est assez importante. Alors, on a des exemples de municipalités qui prennent en charge, en tout cas qui prennent des initiatives heureuses. C'est le cas je crois que c'est Saint-Jean-de-Luz, en tout cas sur la frontière espagnole. Je ne sais plus si c'est à Saint-Jean-de-Luz ou si c'est à Bayonne, je crois que c'est à Bayonne, que l'on a ouvert un immeuble pour accueillir les personnes qui passent la frontière. Et c'est la municipalité qui a décidé cela. C'est pareil à Briançon. À Briançon, il y a un immeuble qui est destiné aux personnes qui ont traversé l'école, qui arrivent, qui sont souvent dans un état assez de grande fatigue et qui sont hébergés là. Et c'est la mairie qui l'ouvre. Autant vous dire que ça n'est pas avec l'accord du ministère de l'Intérieur. Ce sont des initiatives des villes et c'est bien que les villes prennent ces initiatives, que les villes décident, indépendamment de ce que fait l'État et de ce que décide l'État, de se prendre en charge. Alors évidemment, vous avez l'exemple de Grande-Synthe, qui est l'exemple emblématique où le maire de Grande-Synthe, Damien Carême, a ouvert des campements, mais il les a équipés, enfin... On ne va pas refaire toute l'histoire de Grande-Synthe parce qu'elle est longue, il y a eu plusieurs épisodes, c'est une histoire compliquée et en même temps une volonté d'accueillir aussi dignement que possible des populations qui par ailleurs sont là tout simplement. Donc il y a quelque chose là qui se met en place, mais je dirais que on a plutôt de bonnes initiatives prises par les grandes villes. Ce qui est bien et qui procède d'un peu d'un réveil citoyen face à une attitude peu sympathique de la part du ministère de l'Intérieur. Je suis un peu rapide pour vous permettre vos questions. La procédure Dublin. La procédure Dublin, c'est une procédure qui concerne l'espace Schengen. Les États qui ont signé les accords Dublin ont convenu de ceci. C'est le pays dans lequel le migrant a mis les pieds en premier qui est responsable du traitement de sa demande d'asile. Donc quand des migrants débarquent en Italie, c'est l'Italie qui est responsable du traitement de la demande d'asile de ces personnes pour autant qu'elles demandent l'asile. Et pour ce faire, on prend les empreintes pour avoir effectivement la vérification de cela. Et puis, c'est dans les fichiers européens que tout cela est recensé et ça permet de savoir exactement dans quel pays on est arrivé. Pour autant, les pays, en tout cas la France, a la possibilité de ne pas renvoyer dans le pays d'entrée des personnes et peut traiter, de manière exceptionnelle, de la demande d'asile d'une personne dès lors qu'elle le souhaite, elle l'envisage, enfin que l'État, je veux dire que cet État le souhaite. Voilà, c'est possible, c'est-à-dire que ça n'est pas une obligation de renvoyer dans le pays de première entrée,
c'est une possibilité qui est néanmoins très largement utilisée. C'est une absurdité par ailleurs, parce qu'on aboutit à des échanges de population. Vous avez des personnes qui arrivent en Italie et qui voudraient faire une demande d'asile en France, et des personnes qui pourraient arriver en France et qui voudraient faire une demande d'asile en Italie. Eh bien, on va les croiser alors que les désirs des uns et des autres seraient de rester là où ils sont. Vous avez de multiples exemples de cette nature, parce que tout simplement, les personnes peuvent avoir des raisons très objectives de vouloir être dans ce pays plutôt que dans celui-là, pour des raisons familiales, pour des raisons de communauté, pour des raisons de langue, pour des raisons diverses. Eh bien, ça n'est pas du tout pris en considération. Le désir des demandeurs d'asile est tout simplement nié. Il y avait également une question quand on est engagé localement. Dans l'œil du cyclone, comment faire face à la question de l'engagement dans la durée, donc le sentiment de découragement ou d'impuissance? Il faut être courageux, il faut continuer. Oui, je sais, mais on le voit bien, dans les permanences CIMAD, on a à peu près 115 permanences en France, permanences qui sont des permanences juridiques, d'accueil de migrants qui viennent vérifier, demander un peu des conseils en matière juridique. Avec les lois qui s'accumulent, avec notamment la dernière loi, on en arrive à avoir des réponses très simples. On ne peut rien faire pour vous. Ce qui est terriblement désespérant. Et oui, cette désespérance, on la connaît, on la rencontre. Alors, on réfléchit en fait à étendre un peu cette mission qui pour l'instant, en tout cas souvent se réduit à la réponse à des questions juridiques, l'étendre, c'est-à-dire faire que ça soit quand même un lieu d'accueil, quand même un lieu d'échange, quand même un lieu de partage. Faire un peu quelque chose qui fasse qu'on humanise un peu plus ces lieux-là, et on étend aussi nos activités vers des ateliers sociolinguistiques avec des activités socioculturelles, enfin des éléments de ce genre, pour essayer de sortir de cette rudesse de la réponse souvent désespérante. On ne peut rien faire pour vous, tout est cuit, et si vous faites en plus un recours, ça va être encore plus dur pour vous, parce que les délais vont s'allonger, parce que ceci, parce que cela. Voilà, il y a quelque chose sur lequel je peux difficilement répondre mieux que cela, que de cette manière. En effet, il y a une forme de désespérance pour l'aidant aujourd'hui, mais bon, si on croit à nos valeurs de dignité et d'humanité, il faut continuer. Merci. Donc, on va prendre 3-4 questions en haut à gauche, mais on est soucieux de la répartition géographique. Ensuite, on viendra ici, parce que depuis le début, dans un deuxième temps, on prendra d'autres questions ici. Donc, on prend 3-4 questions là-haut. Merci. Donc, une petite remarque et une question. Les boat people, il ne faut peut-être pas trop idéaliser. Il y a eu peut-être un bon accueil, mais il y a aussi des gens qui sont restés des années pourrir dans les camps en Thaïlande. Je me souviens du père Serac qui disait « trop c'est trop ». Enfin, voilà. La question c'est, donc vous avez parlé de la peur de la ruée. Est-ce que vous auriez quelques arguments qui peuvent nous aider à contrer cette peur-là, parce qu'elle est réelle, parce qu'on entend quand même beaucoup de gens de tout pays qui disent je ne crois plus à mon pays et qui veulent envisager un autre avenir en venant en Occident, en Europe ou ailleurs. Oui. Vous avez parlé de maltraitance institutionnelle, de suspicion. Je suis tout à fait d'accord avec ça, je ne le remets pas du tout en cause. Alors, bon, j'essaie de comprendre. Est-ce que l'État est méchant et amoral? Est-ce que les pouvoirs publics, leur sociologie politique est complètement à l'extrême droite? Oui, ce sont pour les rendez-vous, le scandale des rendez-vous par Internet. On a fait observer au préfet que c'était devenu une loterie et il a dit oui, c'est une loterie. Y a-t-il des moyens juridiques de combattre cette désinvolture des préfectures? Dernière. Et encore. Une dernière remarque ici. Oui, mais après. Voilà, on va venir chez vous. Oui, une dernière question là-haut, ici, là, à droite. Là. On ne voit pas très bien. On répond à ces questions et ensuite on vient chez vous. Tu réponds là Bonjour. Dernière, pardon. Oui. Oui, la régularisation par le travail est prévue dans le CESEDA.
Bon, dans les faits, on s'aperçoit que bon, c'est très compliqué, les critères sont stricts, ce qui oblige beaucoup de demandeurs de papier à travailler sous alias, avec un accord, je dirais, tacite, plus ou moins tacite de l'employeur. Là aussi, on est surpris que la loi Collomb, enfin, on est à peine surpris que la loi Collomb n'ait pas assoupli les conditions d'accès à la régularisation. Je sens qu'il y a une foultitude d'emplois vacants, la restauration, le bâtiment notamment. Merci. Alors, comment contrer les peurs? Il faut sortir du fantasme et aller vers le réel, les chiffres. Les chiffres, c'est en gros, et là, il faut aller lire ce qu'écrit François Héran, parce que c'est peut-être le plus éclairant en cette matière. François Héran, il dit, depuis 30 ans, nous avons globalement 200 à 220 000 personnes qui arrivent en France tous les ans. Dans les années antérieures à 2010, la question ne posait pas de problème, ça faisait partie des choses normales. Ce chiffre, il n'a pas beaucoup varié. Il est aujourd'hui à 260 000, ce n'est pas considérablement plus important que le chiffre des 220 000 que l'on avait il y a 15 ans. Alors, il y a eu un pic. Le pic, c'est 2015. Si on prend l'année 2015, sont arrivés sur les côtes de l'espace Schengen 1 322 000 personnes. Et par la Méditerranée, 1 15 000. Ça, c'était le pic. Et tout cela, ça a effrayé beaucoup de monde. En 2018, sont arrivés sur les frontières de l'espace Schengen 142 000 personnes. Entre 1 322 000 et 142 000, vous voyez que la différence est importante. Et sur les 142 000, sont arrivés par la Méditerranée 116 000 personnes. C'est-à-dire 26 000 par terre et 116 000 par la Méditerranée. On n'est plus du tout dans cette invasion dont certains parlent. On est dans des chiffres qui finalement retrouvent les chiffres d'avant. Et sur un espace de 500 millions d'habitants, plus de 500 millions d'habitants sur l'espace européen, c'est une goutte d'eau, c'est quelque chose qui est parfaitement absorbable. Je dirais même que c'est une nécessité que d'avoir aussi des flux migratoires, parce que ça irrigue, ça enrichit, et à partir du moment où une immigration est à peu près gérée comme il le faut, c'est bénéfique pour les économies et c'est bénéfique aussi pour, je dirais, la vie sociale, la vie culturelle. Pour ce qui concerne la France, en 2017, on a eu à peu près 260 000 personnes arrivées en France. Sur les 260 000 ayant obtenu un statut, vous avez 40 000 personnes qui ont obtenu le statut de l'asile, le statut des réfugiés et de la protection subsidiaire. Vous avez 91 000 personnes qui ont obtenu un titre de séjour au titre de la famille, 88 000 comme étudiants et 28 000 pour le travail. Voilà les chiffres. Et ces chiffres-là, quand on les détaille, quand on voit ce qu'il en est, on s'aperçoit qu'en fait, c'est, je dirais, une répartition pertinente qui, par ailleurs, en effet, est à peu près conforme à ce qui se faisait avant. Alors, ça, ce sont les titres octroyés. Il y a bien sûr tous ceux qui n'ont pas de titre de séjour, tous ceux qui, effectivement, vont se retrouver dans cette catégorie des ninis. Alors, pardonnez-moi d'utiliser un mot qui est tout à fait détestable, flux et stock, mais là, je parle des flux. Le stock des 300 000 personnes en situation irrégulière est un stock, tout compte fait, parfaitement résorbable, toujours au regard des 66 millions d'habitants français. Si l'on a une répartition à peu près équivalente et équitable, je dirais, et si on se donne les moyens d'abord de les héberger, de les accueillir, et petit à petit aussi de rentrer dans des logiques de régularisation, ce sont des processus dans lesquels on peut parfaitement rentrer sans que la France ne soit complètement islamisée, complètement envahie, complètement remplie de djihadistes et de terroristes. On est absolument,
pas du tout dans ces logiques-là. Je crois qu'il faut déjà, par les chiffres, montrer qu'on n'est plus dans une situation de crise migratoire. Hein. C'était 2015, ça n'est plus le cas. On peut à la fois se référer à cela et en même temps, il y a une petite gêne à cela, c'est qu'on a exporté nos frontières et de ce fait, on a des campements en Libye qui ne sont pas très sympathiques, on a des campements en Turquie qui ne sont pas forcément très sympathiques et on a des logiques de reconduite intra-africaine qui ne sont pas non plus très sympathiques, Algérie, etc. C'est un peu malheureusement le prix. Je veux dire que partir de là, il faut aussi relativiser. Bon, voilà. En tout cas, aujourd'hui, les chiffres sont ceux-là. Les pouvoirs publics est-elle d'extrême droite? Est-ce que le gouvernement est à l'extrême droite? Moi, je ne vais pas mettre des étiquettes, mais il y a des moments où on s'interroge sur le sens de certaines dispositions gouvernementales. Cette loi déclarée inutile par le Conseil d'État, franchement, ça signifie quoi? C'est une loi d'affichage, c'est une loi de réduction des droits, d'accès des droits, mais c'est aussi une loi d'affichage. Car l'augmentation du temps de présence en CRA, tout le monde sait, le gouvernement compris, bien évidemment, tout le monde sait que ça ne sert à rien. Pourquoi on le fait? Quelle signification cela peut-il avoir? Bon. Moi, je ne veux pas mettre, n'est-ce pas, des étiquettes, mais j'observe que la maltraitance sous le prétexte de la lutte contre l'appel d'air, c'est quelque chose qui est tout simplement détestable. Je veux dire, quand on est obligé de condamner à 6 reprises le préfet du Nord-Pas-de-Calais pour qu'il installe des douches et des latrines à Calais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, je dirais, dans l'esprit du ministre de l'Intérieur? Lorsque l'on condamne, on fait condamner par le tribunal administratif de Nice le préfet des Alpes-Maritimes parce qu'il ne respecte pas les dispositions de la Convention, droits de l'enfance, etc. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Moi, je prends les faits tels qu'ils sont et j'observe que vous avez aujourd'hui des préfets qui ne respectent pas la loi républicaine. C'est ça, purement et simplement. Aussi critiquable qu'elle soit, elle n'est même pas respectée. Donc il y a vraiment un problème de signaux envoyés et ces signaux sont tout de même assez pernicieux. Comment lutter contre la désinvolture des préfectures sur l'attribution des rendez-vous? Alors, à la CIMAD, on réfléchit beaucoup aux procédures. Vous voyez, on en fait beaucoup. On multiplie. On a été quasiment dans toutes les procédures sur Calais, sur les Alpes-Maritimes, etc. On a beaucoup de recours. Et à chaque fois qu'on pense que par le biais judiciaire, on peut obtenir le retour au respect de la légalité, on ne s'en prive pas. Alors il faut trouver les moyens. On n'a pas encore trouvé le moyen de condamner les préfets pour le zèle négatif dans les files d'attente Internet et dans les rendez-vous pris le dimanche soir, le dimanche à minuit. Bon, mais on a mis en revanche en place un petit robot pour révéler cela, pour le dénoncer et pour le faire connaître. Ce petit robot a montré qu'en effet, la plupart des préfectures avaient ce type de méthode assez détestable. Pas toutes, mais beaucoup. Ensuite, régularisation. Je ne sais plus quelle était la question. Oui, on peut régulariser. Le CESEDA permet la régularisation, notamment par le travail. Il y a les circulaires Valls dont je parlais, qui ont posé un certain nombre de conditions pour les régularisations. 5 ans de présence en France, 2 ans de contrat de travail. Il se trouve que le mouvement Emmaüs a obtenu également un petit amendement dans la loi Collomb qui permet de régulariser des personnes qui ont passé 3 ans dans une communauté Emmaüs. Bon, voilà des dispositions de régularisation. Normalement, on doit toujours pouvoir présenter des dossiers à la régularisation et c'est vrai que le temps est un des éléments et un des facteurs importants. Alors après, le problème du travail sous alias, problème éternel que connaît bien la CGT parce qu'elle a beaucoup travaillé sur ces questions-là et elle a obtenu par des actions collectives la régularisation de personnes
en reprenant leur identité, bon, voilà, des choses qui sont absolument nécessaires. C'est compliqué, évidemment. La régularisation sous alias, c'est compliqué. Merci. On va prendre une dernière série de questions ici. Madame. Micro. La question portait aussi sur le travail et notamment est-ce que il y a des entreprises qui font des promesses d'embauche qui peuvent permettre à justement des personnes d'accélérer ces procédures ou voilà, comment ça se passe plutôt au niveau des entreprises? Est-ce qu'il y a des entreprises qui acceptent de faire des contrats de travail ou des promesses d'embauche à des personnes qui ne sont pas encore complètement régularisées mais du coup, ça pourrait... Oui, bien sûr. Je voudrais juste ajouter une précision à ce que tu as dit sur les chiffres. Tu as donné le chiffre exact de 250 000 arrivées par an, mais ce n'est pas ça le chiffre intéressant. Le chiffre intéressant, c'est le solde. Oui, parce que la population française... Et les gens ignorent qu'en fait, ça fait 67 000. C'est-à-dire que la population française augmente chaque année par la migration de 67 000 personnes. Enfin, ça varie entre 50 et 100 000, et puis il y a une marge d'erreur. Tout ça, c'est François Héran, je veux dire, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, je crois que chaque fois qu'on parle des chiffres d'arrivée, qui sont justes, c'est ceux que tu as donnés tout à l'heure, en plus par catégorie, il ne faut jamais oublier la question du solde. Une deuxième remarque concernant les étudiants. Bon, ça me concerne de près en tant que directeur du CIZ, qui accueille les étudiants étrangers de Saint-Denis. Tu as cité le chiffre de 88 000 pour l'année dernière, et en disant que ça fait partie des chiffres qu'on ne voudrait pas voir baisser. Au contraire, on voudrait les voir augmenter pour le rayonnement de la France, etc. Puis il y a une grosse concurrence en ce moment entre les pays non anglophones, parce que les anglophones sont loin devant, mais il y a une concurrence en ce moment pour la 4e place entre la France, la Russie et l'Allemagne, pour la 4e place pour l'accueil d'étudiants étrangers. Le problème, c'est qu'il y a une décision qui a été prise au mois de décembre, dont vous avez entendu parler. On en a trop peu parlé parce qu'il y avait la crise des Gilets jaunes. C'est la décision l'année prochaine d'augmenter, pas simplement un peu, mais considérablement, multiplier par 10 ou 12, les frais d'inscription pour les étudiants étrangers non communautaires. Donc, quelqu'un qui veut s'inscrire en maîtrise, au lieu de payer 250 €, on lui demandera 3 500. J'ai déjà des échos à l'Université de Paris 8 de Saint-Denis que les demandes qui commencent à arriver pour l'an prochain sont en chute libre. Donc je crois que c'est une vraie sélection par l'argent qu'on est en train de laisser faire. Et au lieu de 88 000, on aura peut-être plus de 50 000 l'année prochaine. Bon, est-ce que c'est ça qu'on veut pour le rayonnement culturel de la France? J'ai une question sur l'Europe. Bientôt, il y aura les élections européennes. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des actions à ce niveau? Qu'est-ce que la CIMAD fait dans ce domaine? Merci. Et une dernière question. Alors, je voudrais revenir sur la perception que nous avons, puisque c'est le titre de cette première partie de matinée, et sur la perception de crise migratoire à laquelle vous avez fait. Allô. Oui. Je ne sais pas si je me trompe, mais au niveau du CESEDA, quasiment obligation est faite pour un étranger qui arrive de passer par une demande d'asile. Aujourd'hui, c'est quand même très compliqué d'arriver de l'étranger, de se présenter directement en préfecture pour faire une autre demande. On a le cas sur notre préfecture de la Vienne, à Poitiers, où on a des familles qui arrivent de Géorgie avec des enfants extrêmement malades. Un est même déjà décédé sur le territoire de Poitiers. Or, on les oblige à déposer une demande d'asile alors qu'ils ne sont pas demandeurs d'asile. Et on crée un climat, je trouve, de crise migratoire en disant, voyez tous ces faux demandeurs d'asile qui arrivent, alors que finalement, on les oblige à passer par cette case demandeur d'asile, alors qu'eux-mêmes ne le souhaitent pas. Donc ça, c'est le premier point par rapport à ça. Le deuxième, sur l'augmentation du temps en rétention, est-ce qu'il n'y a pas quand même une volonté derrière de créer un climat de terreur, tout simplement? De terreur, il y a la suspicion et cette impression de crise migratoire parce qu'on remplit des centres de rétention, et en même temps, ça fait peur aux migrants, je pense, de se dire il va y avoir cette rétention massive qui va arriver. Puis un troisième point peut-être un petit peu différent, c'est sur la régionalisation de Dublin.
Vous avez expliqué tout à l'heure ce qu'était la procédure Dublin. Aujourd'hui, dans la nouvelle loi, depuis le 1er janvier, obligation est faite de se présenter en préfecture de région pour le traitement de la demande de Dublin. Donc c'est effectif depuis le 1er janvier, mais les différents services de l'État ou des départements ou autres ne se sont toujours pas mis d'accord sur les transports. Qui finance les transports? On a décidé au niveau de la Vienne, toutes les associations ensemble, de ne pas financer les transports. Pour que l'État ne dise pas, finalement, les associations financent, donc on n'a pas besoin de s'en préoccuper. D'accord. Oui, les promesses d'embauche, évidemment que c'est un élément très important dans un dossier de régularisation. Évidemment, ça concerne des personnes qui sont en France depuis longtemps, parce que la condition d'ancienneté sur le territoire français est une des conditions essentielles pour la régularisation. Conditions de domicile, les conditions de ressources, etc. Et si vous avez dans le dossier une promesse d'embauche, vous avez un argument supplémentaire pour obtenir une régularisation. Alors après, il faut réfléchir pour savoir comment la présenter, et c'est surtout important de savoir comment les services de la préfecture concernés accueillent les dossiers de demande de régularisation. Il faut essayer de sentir un peu les choses pour que le dossier soit bien conforme à l'idée qu'ils se font du bon dossier qu'on régularise. Mais c'est sûr que la promesse d'embauche est un élément tout à fait important. Alors oui, Christian, évidemment, le solde migratoire, tu as raison, c'est une évidence. Il y a des gens qui arrivent, mais des gens qui partent. On dit d'ailleurs que globalement, une grande partie de migrants quittent la France au bout de 10 ans. Je ne sais plus les chiffres, mais c'est un élément important. Mais on a un solde migratoire qui est de fait, finalement, très significatif en termes de démonstration. C'est un solde, tu dis 66 000, c'est ça, à peu près pour 2017, je pense. Et donc, voilà la réalité des choses. C'est un élément parmi d'autres, un des arguments parmi d'autres pour lutter contre les préjugés en matière d'invasion. Les droits d'inscription, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais c'est vraiment une sélection la plus pernicieuse qui soit. Augmenter les droits d'inscription, c'est écarter les étudiants pauvres pour ne retenir que les riches. C'est sympathique comme démarche. Si en plus on veut mettre des quotas, vraiment, on a envie de casser complètement la machine. Alors qu'on est vraiment dans une logique de rayonnement. Et là, tu l'as dit, c'est très important, il y a une vraie compétition entre les États. Parce que si beaucoup d'États luttent contre l'immigration, les mêmes États luttent pour avoir des étudiants et former une élite qui évidemment leur servira, parce que cette élite elle est formée aussi dans la langue et elle va établir des liens, des connexions, lorsque cette élite repartira, des connexions avec l'économie du pays qui l'a formée. Donc c'est évidemment tout à fait important, tout à fait essentiel. Les élections européennes s'annoncent en effet. Que faisons-nous? Alors la CIMAD, mais les autres, tout le monde réfléchit aujourd'hui à comment peser sur l'opinion. Et dans ce monde des associations travaillant auprès des migrants, on réfléchit à des actions, on réfléchit à des textes, à des prises de position. Il y a beaucoup de rencontres actuellement entre les différentes organisations pour essayer de déterminer des stratégies. C'est pas très évident parce que vous avez par exemple une liste qui va se constituer sur la question migratoire avec comme objectif de donner le côté positif et valoriser cette question de l'étranger, essayer de lutter contre les préjugés, essayer de montrer les aspects positifs, etc. Bon, est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée que de monter une telle liste? La question est posée. Est-ce qu'il faut soutenir cette liste? Mais il n'y a pas que des questions migratoires en Europe, il y a beaucoup d'autres questions. Donc voilà, on a plein de débats de ce genre en ce moment. On participe à un certain nombre de regroupements pour déterminer des positions communes. Il y a des organisations qui ont décidé de démarcher, enfin d'aller rencontrer les têtes de liste des différents partis politiques pour essayer de faire valoir un certain nombre d'arguments s'agissant des questions migratoires. Voilà, c'est pour l'instant un peu difficile de définir ce qu'on va faire, mais on va faire des choses. Alors est-ce qu'on sera efficace? Ça c'est un autre problème.
la perception de la crise migratoire demande... attendez, c'était... Là, j'ai... Perception de la crise migratoire... il me semble que j'ai répondu à la question, hein, non? J'ai pas répondu. Non. Ce que vous avez dit plusieurs choses. Alors, dans votre question, il y en a plusieurs. Alors, je vais en prendre une ou deux et on verra si j'en ai laissé en plan. Vous avez dit qu'on force les gens à déposer une demande d'asile. La difficulté, c'est que quand on arrive sur le territoire français, si on n'a pas une autorisation de venir, c'est-à-dire un visa, ben, on est sans droit. Et le seul droit qu'on peut avoir, on l'accroche par une demande qui est répertoriée. Et au nombre de ces demandes, il y a la demande d'asile. Alors, certes, tout le monde ne peut pas prétendre à obtenir l'asile. Si on n'est pas quelqu'un de persécuté dans son pays d'origine, si on n'a pas vécu la guerre, subi la guerre, on ne pourra pas avoir l'asile. Et de fait, demander l'asile lorsqu'on n'a aucune chance de l'obtenir, c'est un problème. Maintenant, que faire d'autre si on n'a pas de visa, si on n'a pas une demande possible de regroupement familial, si on n'est pas dans la logique de l'étranger malade, car c'est aussi une voie pour obtenir un titre de séjour. La question, ah oui, malade, bah dans ce cas-là, oui. Oui, alors bon, effectivement, l'étranger malade, c'est aussi un statut possible de protection. Alors après, il faut se faire conseiller pour savoir quelle est la bonne méthode. Mais là, je dirais au cas par cas, hein, c'est difficile de répondre de manière un peu générale. Vous avez temps de rétention, climat de terreur. Oui, bien sûr que la rétention crée une peur chez le migrant en situation irrégulière. L'augmentation de ce temps de rétention va augmenter l'angoisse, c'est une évidence. Créer un climat de terreur, je ne sais pas si c'est précisément ce qui est recherché. En tout cas, il y a une volonté de déstabiliser. Et je dirais tout ce qui se passe sur les camps à Calais, à Frontières, etc., c'est une espèce de logique de persécution au jour le jour, hein, persécution par des actes, par des comportements, par une violence institutionnelle, une violence physique, par la destruction des biens personnels, etc. Tout ça déstabilise, tout ça crée de l'angoisse, tout ça crée effectivement... le but, c'est aller donc ailleurs. Hein, c'est ça l'idée. Bon. La réponse qu'on peut faire à ça, c'est assez... Enfin, ailleurs, il n'y a pas d'ailleurs. On ne repart pas dans son pays et on le voit bien. À Calais, les mineurs qui sont là sont persécutés, sont déstabilisés et ils sont là néanmoins parce que leur objectif, c'est pas de rentrer dans leur pays, c'est d'aller en Angleterre. Merci beaucoup. Personnellement, moi ce soir, je vais faire des petites fiches de synthèse. Je vais faire une petite fiche de synthèse avec des dates clés, 74, les lois. Une petite fiche de synthèse avec les chiffres. C'est important d'avoir le sens de la réalité et le sens de la justice. Et une petite fiche de synthèse, je vais faire une recherche sur Internet pour voir ce réveil citoyen en province. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai envie de faire ça? Pour deux raisons. Peut-être ça va m'aider à avoir des éléments pour rentrer en dialogue avec des gens avec qui c'est difficile. Et secondo, ces éléments, je vais le faire aussi pour tenir dans mon engagement. Je sais que moi j'aime bien terminer ma journée avec des gens, j'ai fait un bout de chemin. Et régulièrement, je pense à Karinda, Zavrine, Nicodème, etc. Donc merci beaucoup pour cette intervention. Nous avons maintenant une pause, c'est essentiel. Donc c'est l'occasion de renforcer le lien entre nous. J'espère que cette conférence a créé beaucoup de frustration. Vous avez envie de lire, de prolonger. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à consulter la revue Projet.